C'est bon? Qui me donne le feu vert? Juliette? Allons-y alors. Donc bonjour à toutes et à tous. Et puis un grand merci aux communistes de Saint-Ouen de nous avoir invités pour présenter le livre que nous avons écrit ensemble, Bernard et moi-même. Deux mots peut-être sur l'histoire et le pourquoi de ce livre. D'abord deux mots sur ma rencontre avec Bernard, puisque j'ai lu un premier livre de Bernard qui s'appelle Vaincre Macron, grâce à Pierre qui est là d'ailleurs, c'est lui qui me l'a conseillé. Et puis je l'ai lu avec une attention grandissante au fur et à mesure des pages, parce que j'ai été pendant 20 ans ouvrier avant de faire de la politique. J'ai été ouvrier agricole, manœuvre maçon, et j'ai trouvé que les mots, les idées, les concepts que proposait Bernard, c'était des mots, des concepts dans lesquels je me reconnaissais pleinement. Il avance une notion qui me paraît à la fois audacieuse et tellement juste. Il nous dit, nous avons gagné notre majorité politique en votant, il nous reste à gagner notre majorité économique, devenir des majeurs économiquement. Et pour moi ça a été très important parce que j'ai connu, comme plein de gens, mais je ne suis pas le seul, ce que peut être l'humiliation au travail, la dureté au travail et le fait de ne pas se sentir exister dans son travail. C'est quelque chose d'extrêmement important que de se donner un sens à son travail. Marx a cette très belle phrase, je la dis, je vais la déformer, mais en gros il dit les abeilles peuvent rivaliser l'homme dans la construction, ils peuvent rivaliser le meilleur architecte. La différence entre l'abeille et l'architecte, c'est que l'architecte a déjà dans sa tête ce qu'il va construire avant de le construire. C'est tout ça le sens. Et je crois que redonner du sens au travail, dans mon parcours qui est passé d'ouvrier à journaliste, quand je suis devenu journaliste, on a commencé à me donner mon avis, ce que je pensais sur ce qu'il fallait faire. C'était inouï parce que quand je faisais des bétonnières, je ramassais des tomates, des melons, on me demandait jamais mon avis. Je ne participais en rien à la création de valeur. Je n'ai participé qu'au titre d'une machine, comme pourrait participer une machine. Un homme n'est pas une machine. Je crois que ce que nous donne à voir et à entendre Bernard, c'est cette notion-là. Et je crois que c'est une contribution évidemment à l'idée que nous faisons du communisme. Le communisme, à la différence de toutes les autres idéologies, qu'elle soit social-démocrate, qu'elle soit même très à gauche. Le communisme, il est, à mon sens en tout cas, il a une vocation de libérer l'homme du joug de la domination, de l'argent, du capital et de ce que fait peser le capital sur sa vie de tous les jours. Voilà. Je crois qu'il y a une chose qui me paraît fondamentale, c'est que le capital réussit à capter nos désirs et nous fait croire à nous-mêmes que ces désirs sont nos propres désirs. Et il met on met notre propre désir, ce qu'on croit être notre désir, au service du capital. Voilà. Et je crois que le communisme, en tout cas dans sa dimension anthropologique, c'est une réappropriation par l'homme de son désir propre. Voilà ce que doit, à mon sens, être les communistes, et voilà ce que permet, me semble-t-il, en tout cas c'est des pistes que nous ouvrons, ce que permet les propositions que fait Bernard. Je ne serai pas beaucoup plus long, je vais lui laisser la parole. Lui aussi va essayer de ne pas être très long parce qu'après on aura un débat avec ceux qui ont déjà lu le bouquin et j'espère que ça va être très interactif. Voilà, je vous remercie. Le bouquin en question, c'est celui-ci, donc Réussir le communisme, qui a été financé par souscription. Donc les souscripteurs ont déjà reçu, mais vous en avez ici tant que vous voulez, hein, il y en a 400 sur la fête, donc n'hésitez pas, c'est à 2 € à vous le procurer et puis à le diffuser autour de vous. C'est vraiment une intervention pour que le communisme devienne notre pratique. Parce que si j'ai dit tout de suite oui à Pierre et à Frédéric quand ils ont proposé qu'on fasse un livre d'entretien, c'est parce que j'ai mal aux tripes de voir que notre parti, qui a eu une importance si considérable et si positive, est devenu quelque chose de tout à fait marginal. Certes, la fête de l'humanité
pourrait nous faire penser le contraire, hein, c'est une magnifique fête avec plein de jeunes, etc. Mais le parti, lui, est en très mauvais état. Et le diagnostic que je pose sur notre effondrement, parce que c'est quand même bien de ça qu'il faut parler, c'est que notre pratique quotidienne n'est pas communiste. C'est-à-dire que notre pratique quotidienne n'a pas comme ambition, comme le disait si magnifiquement Frédéric, de faire que notre désir, que le travail soit au service de quelque chose d'utile et non pas au service du capital. Notre désir là, il n'est pas au premier rang de nos pratiques. Nos pratiques, les pratiques de la CGT aussi, c'est de conquérir des droits en acceptant la soumission au travail. C'est de conquérir des droits en acceptant de faire de la merde. Conquérir des droits, c'est bien, mais maintenant nous n'arrivons même plus à conquérir des droits et nous continuons à accepter de faire de la merde. Et c'est de cela qu'il faut sortir. Merci Bernard. Donc voilà, le débat il est lancé. Je ne sais pas si certains d'entre vous, on va faire quelque chose d'assez interactif, ont envie, ont peut-être lu, je sais que certains ont lu, François fait partie, le bouquin, et puis nous répondrons au fur et à mesure. Ce livre donc n'a pas la prétention de résoudre l'équation communiste à lui seul. Il a la prétention d'ouvrir un débat, celui du rapport de l'homme à son travail. Aujourd'hui, la société capitaliste n'appelle le travail que ce qui lui rapporte à elle. Tout le reste, elle ne l'appelle pas travail. Sur la définition même et le sens, il y a une bataille du sens pour savoir ce qu'est le travail. Moi, ma mère a élevé 6 enfants, elle m'a toujours dit c'est du travail. Oui, parce que c'est pas du travail qui rémunère le capitalisme, mais ça reste du travail. Donc on doit déjà s'entendre sur ce qu'est le travail, quelle activité humaine, quelle production doit être valorisée, quelle est la production qui doit être valorisée autrement que pour apporter au capital. Voilà, c'est un peu. Et évidemment, notre idée, c'est de donner aux communistes ces pistes-là de réflexion pour que nous puissions en débattre, parce que nous ne nous cachons pas non plus. Il y a un congrès du Parti communiste qui aura lieu entre le 20 et le 25 novembre. Et je pense que ça peut faire aussi partie des débats. Voilà, donc je passe la parole à qui la veut, à François. Oui, bonjour. Moi, je veux bien prendre la parole parce que je voudrais mettre les pieds dans le plat, comme on dit tout de suite, et faire en sorte que le débat soit un petit peu punchy. Alors, voilà, Bernard, tu dis, on continue de fabriquer de la merde, nos droits sont pour autant en règle, tu le dis pas, mais moi je te le dis, sont en régression. C'est même pas qu'on essaie de maintenir nos droits, c'est qu'ils sont en régression. Et qu'est-ce qui a bien pu se passer? Donc, pour mon opinion personnelle, moi je crois que les sociétés, le développement des sociétés fonctionne comme ça. Quand un système arrive au bout de ce qu'il est, ça a été vrai pour le système féodal, il faut qu'un autre système prenne les choses en main. Et pour prendre les choses en main, il faut deux choses: prendre le pouvoir et prendre le pouvoir financier, le pouvoir politique et le pouvoir financier. Bon, c'est ce qu'a fait la bourgeoisie en 1789, l'aristocratie a perdu ses pouvoirs financiers et politiques. La bourgeoisie a créé de toutes pièces le capitalisme et l'a fait monter jusqu'à un moment donné florissant. Et nous sommes maintenant dans la courbe descendante, dans un capitalisme qui est au bout du rouleau. Donc ça appelle un nouveau système. Ce nouveau système, selon moi et selon ce que vous avez écrit, ce que j'en ai compris, passe par la récupération de la propriété financière pour les producteurs de richesse que sont les salariés et par la propriété financière, par exemple, parce que vous dites sur les collectivités publiques qui pourraient être les propriétaires de tout ça. Donc moi là-dessus, je n'ai aucun problème, je pense qu'il faut faire ça, vous avez complètement raison, voilà. Sauf l'analyse que vous avez sur le Parti communiste, par rapport à son erreur, je pense qu'il faut être
moins sévère avec lui. Parce que le Parti communiste, il a écrit sous les bombes le programme, l'essentiel du programme national de la résistance. Puis, il a défendu ce programme, il a essayé de le gérer au mieux alors qu'il a été attaqué depuis le début. On le voit avec les fonctionnaires, avec les cheminots. Il a fait ça pendant cette période. Et pendant cette période, moi qui étais aussi un ouvrier chez Renault, le capitalisme, il était florissant, on appelle ça les 30 glorieuses, mais le capitalisme avait du fric. Bon, nous on faisait 1 heure de grève, on avait 50 bahts d'augmentation. Et nous étions des enfants qui vivions mieux que la génération précédente. Donc au fond, ce qui peut être un peu ce qu'on pourrait appeler de l'économie keynésienne, social-démocrate, mais en haut, la formule plus de la permettait à la classe ouvrière de trouver des solutions. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Pour une raison simple, c'est que le capitalisme est au bout du rouleau. Et c'est parce que ce n'est plus possible que ce que vous apportez devient indispensable. Mais vous voyez, il faut prendre y compris cette histoire-là. Donc c'est très important à mes yeux que donc, au moment de l'histoire où nous sommes de la société et du Parti communiste et de son développement, vous arriviez. Très très important. Voilà. Ah, voilà, peut-être une question. Alors à partir de là, j'entends bien ce que vous nous dites, mais vous entendez sans doute la modification des rapports de force nécessaires pour pouvoir l'imposer. Alors moi j'aimerais avoir votre opinion sur les chemins qui nous amènent à la modification des rapports de force nécessaires. Ben, merci François. On expose dans Réussir le communisme, je donne un exemple puisque tu poses la question des chemins. On expose une problématique sur l'alimentation. Il se trouve que notre parti, et avec les militants de la CGT, pour l'essentiel communiste aussi, nous avons été à l'initiative de la hausse du taux de cotisation maladie dans les années 60. Le taux de cotisation maladie est passé de 8 à 16% du salaire brut entre 1945 et la fin des années 70. Et ce doublement du taux, ça a permis de produire le soin sur un mode communiste. C'est-à-dire qu'on a produit le soin avec des hôpitaux qui étaient financés par subvention, pas par appel au crédit, fut-il public. L'assurance maladie, largement nourrie par une cotisation en progression, subventionnait l'équipement, qui était une propriété patrimoniale collective, pas une propriété du capital. Les hôpitaux n'avaient pas remboursé une dette, comme aujourd'hui ils passent leur temps à rembourser des dettes. Les soignants ne travaillaient pas pour rembourser la dette, ils travaillaient pour soigner, ce qui n'est pas du tout pareil. Et les soignants eux-mêmes avaient un salaire lié à leur personne, puisqu'ils étaient fonctionnaires. Salaire lié à la personne et non pas au poste de travail. Salaire à vie, on peut dire, bah, et financement de l'investissement par subvention qui rend possible la propriété de l'outil sur un mode communiste. Voilà ce que le Parti communiste a été capable de créer avec la CGT. C'est cela qu'il faut être capable d'étendre. Parce que si on ne l'étend pas, on arrive à là où nous en sommes. Depuis 40 ans, le taux de cotisation est gelé, il n'a pas bougé. Nous sommes toujours à 16% du salaire brut pour l'assurance maladie, alors qu'on était passé de 8 à 16 en l'espace de 35 ans. Depuis 40 ans, ça n'a pas bougé. Les hôpitaux sont endettés, les fonctionnaires sont mis en difficulté, ils disparaissent, ils sont mis remplacés par des contractuels, etc., etc. Si nous n'étendons pas à toute la production, je dis bien toute la production, cette logique communiste que nous avons su mettre en place pour la production de soins,
eh bien, la production de soins va redevenir capitaliste comme elle l'était. Et puis, tout ce qui aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de neufs. Enfin, je connais, c'est surtout des jeunes, hein, des jeunes diplômés d'ailleurs. Hein. Il y a plein de jeunes qui font du neuf parce qu'ils ne veulent pas entrer dans la logique. J'essaie de conquérir des droits tout en produisant de la merde. Ils veulent pas produire de la merde. Alors ils sont dans des productions qui sont biologiques, en matière d'agriculture, en matière d'énergie nouvelle, en matière de logiciels libres, que sais-je encore. Enfin, nous avons des centaines, en matière culturelle, nous avons des centaines de milliers d'initiatives aujourd'hui, tenues par des jeunes qui ne veulent pas que leurs désirs soient ceux du capital. C'est qui entendent maîtriser leurs désirs et donc leur travail et leur production. Bien, il faut que toute cette dynamique-là, nous l'accompagnions comme nous avons su le faire, par une hausse de la cotisation. Nous allons créer une cotisation alimentaire, prenons l'exemple de l'alimentation. Dans l'alimentation, les alternatives, elles existent à tous les niveaux. Au niveau de la production agricole, il y a des tas de gens qui aujourd'hui ne sont pas dans la logique de l'agrobusiness de la FNSEA. Au niveau de la distribution, nous avons aussi des modes de distribution qui échappent complètement à la grande distribution alimentaire capitaliste dont il faut que nous nous débarrassions. Au niveau des outils, nous avons maintenant des ingénieurs qui consomment des outils réparables et non pas les outils irréparables que produit le capital. Au niveau de la transformation alimentaire, nous avons également plein d'initiatives. Je prends bien sûr 1336, le label de l'Aude, mais il y en a des quantités d'initiatives, là encore, que je qualifie moi de communistes parce que ce sont les travailleurs eux-mêmes qui décident et qui savent pourquoi ils travaillent. Eh bien, toutes ces initiatives-là, nous ne pourrons les soutenir et en même temps du même coup soutenir la production de soins communistes telle que nous l'avons créée que si nous avons créé sur le modèle de l'assurance maladie une assurance, enfin une sécurité sociale alimentaire d'à peu près 9 points de cotisation en termes de pourcentage de la valeur ajoutée qui collecterait 120 milliards. On n'est pas à chercher à collecter 5 ou 6 milliards, on ne s'en tirera jamais. Il faut faire ce qu'a fait le régime. Et c'est ce que fait le régime général en 1946. Nos anciens ont su le faire, pourquoi on ne serait pas capable de le faire? Nous avons su faire ça, nous avons su conquérir la main sur l'équivalent du budget de l'État que nous gérions nous-mêmes. Et bien donc il s'agit de conquérir la main sur 120 milliards. Ces 120 milliards, ça va être 150 € par personne et par mois, sur une carte par exemple, qu'on présentera à des professionnels conventionnés. Exactement comme en matière de maladie, on présente sa carte à des professionnels conventionnés. Et qui sera les professionnels conventionnés? Des paysans et non pas de l'agrobusiness, des modes de distribution non capitalistes et non pas Carrefour ou Lidl qui seront interdits. On ne pourra pas valider notre carte chez eux. Ce sera des restaurateurs qui seront également dans une logique de propriété de l'outil par les travailleurs eux-mêmes, etc., etc. Nous allons soutenir l'alternative communiste. À hauteur de 120 milliards, nous pouvons à ce point concurrencer complètement l'agriculture capitaliste et le mode de la grande distribution alimentaire capitaliste. Nous pouvons l'envoyer au tapis, comme nous l'avons fait en matière de soins, en envoyant la production capitaliste de soins au tapis, en la remplaçant par une production communiste. Ces 120 milliards, est-ce que les entreprises peuvent faire une cotisation de 120 milliards en plus? Eh bien oui, dès lors qu'elles ne rembourseront pas 120 milliards de leurs dettes. Les entreprises crèvent sous la dette. Elles s'endettent pour investir. On prête parasite. Un prêteur, c'est un parasite. Il s'agit donc que
De même que les hôpitaux n'ont pas été construits par l'endettement, mais par une hausse de la cotisation, il s'agit qu'une cotisation alimentaire permette de financer l'investissement en matière de production alimentaire. Et cette cotisation, ce sera une opération blanche pour les entreprises, ce ne sera pas un coût supplémentaire, puisqu'elles ne rembourseront pas 120 milliards de leurs dettes. Voilà un programme communiste. Merci Bernard. Il y a peut-être d'autres questions. Deux choses tiennent le capitalisme, le crédit, bien entendu, et la propriété. Si les communistes ne remettent en question ni l'un ni l'autre, alors il est impossible de sortir du système capitaliste, tout simplement. Et je crois que ce que propose Bernard, moi je vous invite au maximum, puisque c'est très détaillé dans le livre « Réussir le communisme », à l'acheter donc. Et voilà, ces deux piliers-là. Et d'autant parce qu'on nous a fait parfois la remarque sur les questions concurrentielles. Mais si les entreprises ne sont plus concurrentielles, c'est d'une part parce qu'ils doivent rembourser des dettes et parce qu'ils doivent donner des intérêts capitalistiques. Si vous rapatriez les milliards d'euros qui partent en dividendes pour l'investissement et pour les salaires et pour la formation, alors vous aurez les entreprises les plus florissantes du monde, même avec, et surtout avec un système communiste. Je crois que tu voulais, François, la parole. Bon bah c'est forcément très court et limité dans le cadre du débat aujourd'hui. Moi je pense qu'il faut que les questions que vous commencez à amener, il faut qu'on s'y plonge, parce que et qu'on y plonge de façon, je dirais, pour dire scolaire, mais enfin de façon très très approfondie, qu'on s'interroge ce que ça provoque de bouger dans notre culture de communiste. Parce que je dis de communiste, j'ai envie de mettre des guillemets, parce que au fond, le Parti communiste se dit toujours communiste, mais qu'est-ce qu'il propose comme alternative communiste, je dirais, au système lui-même. Et moi, je dirais que, parce que le travail de Bernard rencontre des convictions que je porte depuis très longtemps, mais qui n'avaient pas encore obtenu leur outil, je dirais, théorique qui permettent d'avancer plus loin. Je pense que, François l'a dit un petit peu, toutes les années d'après-guerre ont été des années où petit à petit le Parti communiste a fait des compromis avec le capital et notamment des compromis avec la social-démocratie, où petit à petit on a été mangé par l'idée d'une sorte de socialisme à la française qui avait tous les traits d'un capitalisme dont on ne parvenait pas à sortir. Moi, ma réflexion, elle part du fait qu'après des nationalisations qui ont été en réalité quelques étatisations dans la période des années 80, on en est venu ensuite à des privatisations. Ils ont privatisé ce qui leur semblait plus rentable, et au fond, avec ce système-là, on n'est jamais sorti du fait que le capital continue de détenir l'essentiel de la propriété de l'appareil productif dans notre pays. Et ça, il faut absolument qu'on revienne à l'idée que les communistes soient porteurs je dirais plus que d'une propriété sociale, d'une propriété commune de l'ensemble des moyens de production. Il n'y a que nous qui pouvons porter ça. Ni les écologistes, ni les socialistes, ni un certain Mélenchon ne le disent, ne le revendiquent. Et je pense que ce que dit aussi Bernard et Frédéric avec lui, c'est qu'au fond, il y a, de mon point de vue, une avancée par rapport à ce qu'on pensait autrefois de qu'est-ce que c'est que l'appropriation publique et sociale. On était resté, à un moment donné, c'était déjà un compromis historique, je dirais, Torres l'avait lancé d'ailleurs dès la Libération, avec les forces social-démocrates, d'un certain nombre de nationalisations qui permettaient de faire un peu clé de voûte dans l'ensemble de l'économie. Et moi j'étais un drôle de fonctionnaire, puisque j'étais enseignant artistique, mais dans la fonction publique territoriale, j'ai touché du doigt le fait que je n'avais pas tout à fait un salaire à vie, mais en tout cas que mon salaire n'était pas directement lié à mon emploi. Il était lié à mon grade. C'est pas encore tout à fait le salaire à vie, mais c'en est le chemin, j'ai envie de dire. Et donc,
qui pose la question de l'autonomie, de la relative autonomie du producteur par rapport à son employeur. Et je pense que la question de la propriété doit être directement liée à la question, effectivement, de quelle liberté a le producteur par rapport à ses modes de propriété. C'est pour ça que je trouve que la question du salaire à vie, effectivement, doit être liée à la question des modes d'appropriation. Et dès lors qu'on fixe comme un droit la possibilité pour tout un chacun, dès l'âge de 18 ans jusqu'à sa mort, d'avoir un salaire qui est indépendant de ce qu'il rend dans son travail simplement au quotidien, eh bien, effectivement, on interdit dès lors à qui que ce soit de détenir les moyens de production autres que les salariés. Et y compris, la chose qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est que ce mode de propriété, ce n'est pas des étatisations. Vous faites bien la différence entre propriété d'usage de l'outil de production, de tous les outils de production, et c'est-à-dire le droit de se servir des moyens de production de façon libre, collégiale, j'ai envie de dire, et en même temps que cette propriété soit assurée par des collectivités diverses qui en assurent la propriété publique. Donc, moi, il me semble que ce sont des avancées qui semblent un peu comme une sorte de pavé dans la mare aujourd'hui, mais qui sont un pavé dans la mare parce qu'il y a un manque dans notre culture communiste terrible. On a été mis sur la défensive, je ne dirais pas sur quelques années, mais sur quelques dizaines d'années. Et c'est ce retard qu'il s'agit de combler aujourd'hui, d'autant qu'à mon avis, on le sait bien, Sèvres a produit un bouquin intéressant avec son fils, Capital Exit ou Catastrophe, sortie du capitalisme aux catastrophes. Je suis complètement d'accord avec ce terme-là et on le constate tous les jours. Catastrophe anthropologique, catastrophe écologique. Bon, bref, je ne veux pas plus loin. J'ai juste une question, mais voilà, j'exprime une conviction pour aller dans votre sens et pour dire aussi qu'il y a un travail qui doit être fait de tout un chacun, d'intégration et aussi d'initiative. J'ai juste une question, c'est la question du droit à la paresse. J'ai lu aussi un autre livre, le livre d'un certain Lafare cet été, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les conditions de la production, ce qui nous fait pointer au travail, c'est le fait qu'en fait on est menacé de ne pas avoir son salaire au bout. Et qu'au fond l'exercice de la responsabilité, je mets des guillemets là-dessus, est lié à ce risque. Comment est-ce que vous imaginez effectivement une sorte d'exercice collégial de la responsabilité qui permette effectivement de produire de façon responsable tous ensemble, de façon que cette responsabilité soit vraiment reliée entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Merci François. Attention, François, l'autre. Oui, évidemment, c'est une question qui est posée. D'ailleurs, on peut se poser une autre question ici, c'est est-ce que nous sommes en train de produire? Est-ce que là, nous produisons? Là, pour moi, nous produisons. Ça ne rapporte rien au capital, mais nous produisons de l'idée, nous produisons de l'avenir, donc nous produisons des choses. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit souvent, mais en fait, si vous donnez un salaire à vie, tout le monde va rester couché. Pourquoi ils iraient travailler alors qu'ils seraient payés avec un salaire à vie? C'est se faire une idée du travail, une piètre idée du travail. Moi, je le disais tout à l'heure, évidemment que lorsque j'étais surexploité, lorsque je n'avais pas mon mot à dire parce que j'étais ouvrier agricole ou manœuvre maçon, évidemment, je n'avais pas forcément envie d'aller travailler. Puis quand j'ai commencé à être journaliste, mon travail, je ne le considérais plus comme un travail au sens simplement de la contrainte et de l'effort. Ce qu'il faut réussir, et là la question de la propriété, de l'usage collectif de la propriété est très importante. Toute la question qui est posée, c'est la question du sens. Du sens que nous sommes capables de donner au travail. Aujourd'hui, même chez les cadres, même chez les professions supérieures, cette perte de sens au travail fait des dégâts considérables. Les burn-out, etc., etc. Vous imaginez bien que si on redonne la responsabilité, si on éduque dès l'enfance, plutôt que de faire dès l'enfance des gens qui vont subir, qui vont ne pas être autonomes, qui vont, etc. Si on développe cette question de la responsabilité, notamment de la responsabilité au travail, alors chacun aura un rapport responsable au travail. Parce que dans ce que nous proposons, pour moi,
ça se combine avec autre chose de très important, c'est un nouveau contrat social pour le pays, bien entendu. Il faut un nouveau contrat social. Une vie sans règles ni contraintes n'existe pas. Mais je dis, il faut redonner du sens au travail pour comprendre que demain, oui, on voudra aller produire, on voudra faire des choses. Parce que l'être humain, dès qu'il naît, il a besoin de marcher, il a besoin d'avoir son autonomie. Il le fait de façon quasi instinctive, naturelle, j'allais dire. Voilà. Donc je pense qu'il faut re-questionner la question du sens au travail. Je pense que Bernard va répondre de façon encore plus précise que moi à ça. Précis. Je voudrais d'abord rectifier un tout petit peu ce que le second François a dit de ce que le premier François avait dit, parce que le premier François n'a pas dit que le Parti communiste avait fait des compromis avec le capital. Précisément, moi je me bats contre la thèse du prétendu compromis qu'il y aurait eu en 1945 entre le Parti communiste et le capitalisme, tel que la théorie de la régulation nous l'enseigne dès le lycée. On aurait renoncé à la révolution, des sous, moi des sous, toi le pouvoir, tout ça c'est de la connerie. Le Parti communiste a été en mesure d'être communiste et l'a été. Alors quand est-ce qu'il devient social-démocrate? Parce qu'il l'est, c'est clair. Que notre pratique quotidienne, moi je ne mets pas en cause les directions, je m'en fous, c'est pas le problème, d'accord? Notre pratique quotidienne, elle est social-démocrate. Parce que nous avons renoncé à nous battre sur la signification de notre travail, sur la maîtrise de notre travail. Nous avons des fonctionnaires qui ont un salaire à vie et puis qui acceptent que les programmes changent, ils disent oh, bon, on n'est pas content, mais on accepte, etc., etc. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Nous avons conquis des droits, il faut conquérir d'autres, pour être responsable. Le mot central du communisme, c'est responsabilité. Le capitalisme, il fait de nous des irresponsables punis. On est irresponsable, on ne décide pas de l'investissement, on ne décide pas de ce qu'on va produire, on ne décide pas de qui va produire, on ne décide pas de où on va produire. Rien de l'essentiel ne relève. Et on est puni. On est licencié, on va voir le N+1 pour un entretien annuel, on est culpabilisé, etc., etc., etc. Sortir de cela, hein, de l'irresponsabilité en permanence punie, devenir responsable. Voilà comment susciter du désir de communisme. Tant que nous ne susciterons pas de désir de communisme, tant que nous ne désignerons pas comme communistes des réalités que nous avons déjà construites. La production de soins dans les années 60, elle est communiste. La fonction publique, c'est une anticipation. Tu disais, c'est un début, c'est un chemin, c'est une anticipation du communisme. Bien, nous ne partons pas de rien, nous avons déjà là communiste sur lequel il faut que nous appuyions pour le généraliser dans le sens de la responsabilité. Sur le droit à la paresse, tiens, ça m'évoque une conversation que j'ai eue avant-hier. Avant-hier, j'ai eu une conversation avec une femme dont j'ai fait la connaissance à cette occasion, qui me dit, quand ma grand-mère est devenue dans l'incapacité de s'assumer elle-même, j'ai tout arrêté. Et j'ai passé 1 an avec elle. Ça a été la plus belle année de ma vie. Mais il faut que ce soit possible. Il faut que le fait que notre salaire soit attaché à notre personne et non pas à notre poste nous permette de ne pas mettre nos parents ou nos grands-parents dans des EHPAD où ils seront inévitablement et structurellement déshumanisés. Avec des travailleurs d'EHPAD eux-mêmes en grande souffrance. C'est la structure même qu'il faut supprimer. Mais la supprimer, ça suppose que nous ayons une capacité à passer 1 an comme ça, gratuitement. C'est pas de la paresse, c'est la capacité d'être des humains et d'avoir la reconnaissance sociale à travers un salaire lié à notre personne qui nous permet d'avoir des arbitrages de nos temps beaucoup plus souples que ceux que nous avons aujourd'hui.
la présence des parents auprès des très jeunes, des moins de 6 ans, ou auprès des adolescents, elle est extrêmement insuffisante aujourd'hui. Il faut que le salaire lié à la personne rende possible des arbitrages de temps sociaux, comme on dit pour faire chic, en économie ou en sociologie, beaucoup plus souples, sans que ça ait une quelconque pénalité sur notre salaire, sur notre reconnaissance. Et puis, alors bien sûr, nous allons être responsables parce que nous serons propriétaires. Tant qu'on n'est pas propriétaire, tant qu'on ne décide pas, tant qu'on dit ah ben c'est un autre qui est un salaud d'ailleurs. Vous voyez qu'on désigne d'un point vengeur, mais le point vengeur c'est la violence, c'est la victoire des vaincus, tout cela. Il s'agit de remplacer tout cela, toute cette pratique-là, par une pratique de la responsabilité et que dès maintenant, on ne peut pas laisser. Comprenez, les 1336, c'est très bien, il y a des stands de 1336 partout sur la fête. Mais actuellement, nous laissons les 1336 dans l'obligation de vendre par l'intermédiaire de Carrefour, de Lidl et toutes ces saloperies-là. Les 3/4 de leur chiffre d'affaires, c'est dans la grande distribution capitaliste. C'est-à-dire de se nier eux-mêmes. Parce que notre parti et la CGT ne sont pas en capacité, on l'a vu avec la bagarre pour les cheminots, où ils ont été laissés absolument tout seuls. Tout seuls. Notre parti et la CGT ne sont pas en capacité de nous mettre en mouvement pour maîtriser le travail. C'est ça, cette mutation sur laquelle tu assistais à juste titre, cette mutation de notre pratique militante. Merci Bernard. D'autres questions peut-être? Quelqu'un qui a envie d'intervenir, voilà. Oui, bonjour, je voulais vous poser une question sur l'économie sociale et solidaire, qui aujourd'hui représente quand même un poids négligeable dans la production de valeur en France, qui est de l'ordre de 10%. Alors, l'économie sociale et solidaire a commencé à peu près vers l'an 1000 dans le comté, où en gros c'est des producteurs de comté qui se sont réunis ensemble et en fait chaque décision qui était prise dans la coopérative agricole, c'était une voix par famille. Donc on n'était pas encore dans le pouvoir au sein de la collectivité à la personne, mais déjà à la famille. Alors moi je vais vous demander si vous pensez que l'économie sociale et solidaire c'est un premier pas vers la fin du capitalisme et vers le communisme. L'ESS c'est comme les SCOP, hein, c'est toute une série d'initiatives alternatives que je trouve extrêmement intéressantes, mais tant qu'elles ne sont pas prises dans une dynamique beaucoup plus macroéconomique, hein, qui les sort de la marginalité, elles sont dans un... Si vous voulez, la nef, ça finit par fonctionner comme une banque classique. Le crédit coopératif finit par fonctionner comme... Non, le crédit agricole, au départ, c'est de l'économie sociale et solidaire. C'est une banque capitaliste, une des plus épouvantables qui soit. Donc, l'enjeu, c'est de partir de toutes ces initiatives alternatives, dont celle d'une partie de l'ESS, parce qu'on inclut dans l'ESS des trucs qui n'ont rien à voir. Hein, tu seras d'accord avec moi, celle-là. Et puis d'autres qui ne sont pas catalogués ESS, mais qui également sont sur des modes non capitalistes. L'enjeu d'un parti communiste, c'est de travailler à ce que des institutions macroéconomiques, c'est pour ça qu'on fait un parti, sinon pas besoin de parti, hein, viennent rendre viable les sortes d'une alternative entre marginalité ou récupération. Je donne souvent cet exemple parce qu'il m'a frappé. Prends la ruche kiwi. Bon, intéressant comme initiative avec le circuit court, des producteurs et des usagers directement mis en contact par un outil informatique bien fait qui permet d'améliorer le système
des paniers hebdomadaires qui peuvent être un peu lourdagues. Et puis un jour, c'est Xavier Niel qui en est le propriétaire. C'est-à-dire que nous avons là une récupération de quelque chose qui sinon serait resté marginal. Je discutais même là tout à l'heure avec un copain qui est venu par Blablacar. Ça l'emmerdait de venir par Blablacar à la fête, il aurait préféré. Sauf que toutes les initiatives autres d'utilisation de bases de données autour de je sais pas quoi, enfin pour du transport mis en commun, a été complètement bouffé par un monopole capitaliste qui est Blablacar. Donc si on veut, et Blablacar a été mis en place parce que, c'est bien ça, parce que des jeunes justement qui ne voulaient pas produire de merde pour le capital ont fait toute la recherche-développement, ont inventé le business model, gratos quasiment, en se payant avec le RSA, et hop, ensuite c'est le capital qui récupère. Donc il faut faire extrêmement attention que toutes les initiatives alternatives ne soient pas récupérées par le capital. Pour ça, il faut des institutions macro du type de la sécurité sociale alimentaire, tel que j'en ai parlé. Donc bien sûr que les SCOP, bien sûr que les SAS, c'est très bien. C'est très bien si nous faisons notre boulot de communiste. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Oui. Excusez-moi Bernard, j'ai pas eu le temps encore de lire complètement le petit fascicule. Par contre, je connais bien les thèses de réseau-salariat, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, ce livre, il est sorti tout de même à une période. Dans quelques semaines, il y a le congrès du parti. Et moi, j'aimerais simplement savoir s'il y a une stratégie derrière, quels sont. On doit voter pour des choix progressistes, parce que la voie vers le communisme, on comprend bien au niveau de la société. La voie vers le communisme au sein du parti, je veux savoir ce que l'on pense. D'abord, il n'y a pas de stratégie dissimulée dans le livre. Il termine d'ailleurs en disant, je crois, nous avons fait notre travail de communiste, c'est-à-dire nous avons contribué à la réflexion de l'ensemble des communistes. Donc ça n'est pas un guide pour voter ceci ou cela, chacun est parfaitement libre. Nous n'avons aucun débat avec les directions, c'est-à-dire que nous ne sommes intéressés que sur les contenus que nous voulions produire. Donc l'objectif de ce livre, c'est d'être dans le débat du congrès, effectivement, au plus il y aura de gens au congrès du Parti communiste qui défendront ces thèses-là, au plus nous les ferons monter, au plus nous aurons une chance que les communistes en saisissent eux-mêmes, parce que ça n'a pas d'autre objectif que celui-là. Donc je ne sais pas si j'ai répondu correctement à ta question, ou s'il y avait une autre dimension que je n'ai pas perçue. Des recommandations? Non, voilà, il n'y a pas de recommandation, c'est extrêmement. Je laisse chacun libre, moi pour ma part en tout cas, il n'y a pas de recommandation aujourd'hui dans les batailles de direction qui ne nous intéressent guère. Par contre, il y a un vrai enjeu sur comment on développe, comment on peut amener au congrès ces idées-là. Ça, bien sûr, c'est très important. Lorsque Bernard dit qu'il faut remplacer le crédit par la cotisation, lorsqu'il dit nous devons remplacer la propriété privée par une propriété d'usage collectif, etc., ce sont là les deux piliers qui permettent de faire du communisme. Le parti, pour mille raisons, et moi je ne suis pas sévère avec le parti pour la bonne raison que le parti c'est nous, tous. Donc le parti a effectivement, pour plein de raisons historiques, conjoncturelles, et pas forcément structurelles d'ailleurs, et surtout pas structurelles d'ailleurs selon moi, a été amené à abandonner un certain nombre de principes qui sont cruciaux, qui sont à la base même, c'est-à-dire la question de la propriété, à qui appartient l'outil n'est plus posée au Parti communiste. Et si cette question-là n'est plus posée, alors nous tombons dans une sorte de philosophie keynésienne un petit peu molle, où nous allons négocier avec ceux que nous estimons être définitivement nos patrons, à savoir nos supérieurs. Nous allons négocier par un biais de sécurité, emploi, formation par exemple, mieux-être. Moi je dis les syndicats sont là pour ça. Moi je distingue le rôle du syndicat. Le syndicat il se bat jour à jour, pied à pied pour obtenir des choses. Et tout ce qu'il obtiendra sera utile aux travailleurs. Le parti politique, lui, a un autre rôle. Il a un projet, à tout le moins, des pistes à donner pour des choses macro, structurelles. Voilà. Donc je pense que chacun a son rôle à jouer. Moi je ne suis pas sévère non plus avec le parti parce que tout est cheminement. Moi pour ma part, j'ai découvert des choses sur le tard. J'ai fait du porte-à-porte et j'ai fait des dizaines d'années pour défendre ce que nous
portons encore aujourd'hui, on va voir après le congrès, sur la sécurité emploi formation. Je n'y crois pas du tout. D'abord parce que mon expérience de militant m'a dit que les gens n'adhéraient pas à ça. Et surtout parce que je pense que fondamentalement, si on ne se dote pas de choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus radicales, aujourd'hui il faut comprendre que ce qui rassemble, c'est la rupture. Macron l'a compris à sa manière, Mélenchon l'a compris à sa manière, Marine Le Pen à sa façon, mais tous font de la rupture l'option du rassemblement. Et nous, de peur de tomber dans un quelconque populisme, pour prétendument être responsable, avoir bien en face les réalités, être capable de les prendre en compte, nous nous sommes complètement éloignés des réalités structurelles profondes de l'être humain, qui lui veut être libre. Et lui, s'il doit attendre quelque chose du communisme, c'est cette liberté. Sinon, quoi d'autre? Sinon, à quoi sert un parti communiste? Les autres missions, les autres partis les remplissent bien mieux que nous. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, comme on va libérer, on va continuer les conversations, la conversation, si vous voulez, autour d'un verre entre nous. Voilà, on avait dit qu'on passait 1 heure ensemble. Le livre est en bas, je le répète. Ah, on n'a pas fait l'heure, Bernard. J'allais te passer la parole, Bernard. Je n'allais pas venir. D'accord. Donc, bien sûr, je prends toutes les paroles de ceux qui n'ont pas encore parlé. Je fais le tour. Alors. Oui, lui aussi, donc vous allez reparler. Très court. Voilà, vous ne trouvez pas que, y compris le vocabulaire, nous amène vers ce keynésisme? Par exemple, quand une entreprise publique est privatisée, on dit c'est la privatisation. Quand une entreprise privée est nationalisée, on n'a pas d'autre mot que nationalisation. Mais ce n'est pas juste, ça, parce qu'on a entendu parler des dérives des nationalisations. Pourquoi ça n'existe pas de publicaliser les entreprises? Vous voyez ce que je veux dire? Le vocabulaire lui-même ne prend pas en compte. Merci. François, tu voulais ajouter quelque chose? Je vais moins long que juste avant. Dans ton premier livre, enfin c'est pas le premier, mais Vaincre Macron, il y a une notion qui est très récurrente, c'est le rapport entre le travail concret et le travail abstrait. Parce que tu nommes travail concret et travail abstrait. Tu dis que, enfin tu affirmes qu'au fond, toute la vie est faite de travail alors je le vois avec mon petit-fils qui a 1 an. Il y a une énergie vitale chez chacun de nous qui est, si on la mettait bien atrophie, pourrait se traduire par du travail dans notre quotidien sans forcément qu'on nous embête avec ça. Mais sauf que il y a quand même, au fond, et le travail abstrait serait le travail qu'au fond les patrons nous volent et qui nous volent dans la mesure où on ne reçoit pas en salaire l'intégralité de la valeur qu'on produit, mais en plus on est aliéné par ce travail, puisqu'on n'est pas, c'est ça le management d'ailleurs, au fond, comporte-toi comme je te dis de te comporter, mais tu n'es pas concerné par ce que tu viens produire, tu peux produire ceci ou cela, c'est pas toi qui en décide. Et ça, c'est de plus en plus inadmissible dans les conditions actuelles. Sauf que dans cette nuance entre le travail concret et le travail abstrait, moi je vois aussi un autre aspect, c'est-à-dire que je pense que la société ne pourrait pas tenir sans une part considérable de travail gratuit, d'énergie gratuite. Je suis maintenant à la retraite, mais avant d'être à la retraite, il y avait le travail qui appartenait à mon employeur, et il y a toute une part entre le moment où je me lève et le moment où je me couche, de travail concret, qui est un travail essentiel à la vie, sans quoi personne ne pourrait vivre. Et y compris la notion de gratuité, on en a parlé dans les transports, on en a parlé dans le logement, etc. Est-ce que c'est pas aussi une notion qu'il s'agirait de gratter, enfin d'approfondir, en disant qu'il y a des domaines de l'activité productive qui devraient pouvoir échapper à la relation marchande? Non mais précisément, si on veut, on ne va pas se lancer dans cette catégorie ici. Travail concret, travail abstrait, je pense que ça nous emmènerait dans un autre contexte qu'en fait, il y
y a des temps pour tout. Je vous renvoie d'ailleurs au bouquin. François faisait allusion à la blague de Macron. Il y a aussi Émanciper le travail. Vous avez d'autres ouvrages que celui que réussir la communication. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est sur le fait qu'à partir du moment où nous n'avons pas un salaire lié à notre personne, c'est là que nous pouvons être tentés de monétiser tout. Regarde, justement, tu as été incité à ça, tu es incité à monétiser 50 km de ta bagnole avec le Dakar, à monétiser une semaine de ton appartement avec Airbnb, à monétiser, etc. Tu vas finir par entrer dans une relation marchande au quotidien pour essayer de te rapiller 2-3 sous parce que, disons, tu n'as pas la reconnaissance sociale de ce que tu es par un salaire lié à ta personne. C'est absolument fondamental si nous voulons réduire l'espace de la marchandise dans nos vies quotidiennes, d'être reconnu comme personne avec un salaire à la qualification personnelle. Pour moi, et ça ne veut pas dire que tout ce que je fais, du coup, devient de la production de valeur. C'est pas parce que je suis reconnu, moi, comme producteur de valeur, que toute mon activité produit de la valeur. Non, bien sûr que non. Il faut que des tas d'activités échappent à la logique de la valeur économique. Mais je dois, moi, être reconnu comme producteur de valeur, indépendamment de ma performance dans la production de valeur économique. Pour moi, c'est ça qui est décisif dans le salaire lié à la personne. Bien, Jean-Marc. Je ne sais pas, je pense pas être un sujet non plus, mais je pense que quand on parle de communisme, on parle aussi de démocratie. Et démocratie, c'est un joli mot, elle n'est pas toujours respectée, et loin de là. Et je pense qu'un enjeu important dans les orientations qu'on peut se donner pour un nouveau monde, c'est vraiment comment on arrive à respecter la démocratie. Alors moi j'ai réfléchi, mais je ne trouve pas de solution. Je ne sais pas quelle règle il faudrait mettre en place pour que ce respect de la démocratie, ce respect des engagements, ce respect du collectif, comment on fait pour j'espère que ça met quand même une véritable interrogation. Et je pense que c'est une clé, ça fait partie on va réussir, on va réussir. Et ça je pense que c'est un lieu important de nos vies nous l'ont montré. On n'est pas très vieux, mais le peu de vie là, nous a montré que c'était un vrai problème. Merci. Moi, d'un mot sur ça, c'est que la démocratie, moi j'ai souvent constaté qu'elle s'arrêtait aux portes des entreprises déjà. C'est-à-dire qu'il y avait la vie, et puis quand on arrivait, on ouvrait la porte, et là il n'y avait plus de démocratie du tout. On te disait tu fais ça, tu te le rends, et voilà. Et personne n'est choqué. Les plus grands démocrates ne sont pas choqués qu'on passe un tiers de notre temps de vie hors de la démocratie. Ça, c'est la première réponse. Je sais que tu ne fais pas allusion forcément à cette question-là, mais pour moi, c'est ce qui m'a toujours choqué, c'est qu'il n'existait aucune démocratie, pour les métiers en tout cas, tels que moi je les ai pratiqués dans le monde ouvrier. La deuxième chose, je crois que la démocratie, ça se construit en même temps que la responsabilité. Je pense que si demain, on rend on redonne son sens au travail, que les gens puissent retourner travailler en y mettant du sens, alors ils se réimpliqueront dans la cité. Je pense que la perte de sens au travail est aussi une perte de sens de la relation sociale et de la relation citoyenne qu'on a avec les institutions. Voilà. Et je pense vraiment la question du sens au travail de ce point de vue est fondamentale. Ensuite, dire qu'on ne peut pas sortir de la tutelle du patronat pour entrer dans la tutelle de l'État. S'il s'agit de tout nationaliser, de dire au bout d'un moment les travailleurs ils n'ont pas plus de latitude, hein. Ils ont été sous une tutelle, on les met sous une autre tutelle. Voilà, et on continue comme ça. Et ça ne marche pas. Bien sûr, on a eu l'exemple. Ce qui est proposé ici, c'est bien entendu de rendre les travailleurs responsables. C'est pour ça que nous parlons de propriété, qui sont propriétés de collectivités, et qui seraient mis en usage à des collectifs de salariés. Si ça ne marche pas, eh bien, ils s'en vont, il y a un autre collectif de salariés qui se saisit de cet outil-là. Donc je pense que c'est pour moi très important, ce communisme que je peux moi appeler communisme citoyen, en tout cas c'est redonner aux producteurs, parce que le mot de salarié ne me plaît pas, même si je sais que ce sont des conquis de salariat. Pour moi le salarié il n'est ramené qu'à ce qu'il perçoit comme salaire. Pour moi ce sont des producteurs citoyens.
et le monde des producteurs citoyens, qui d'ailleurs se développe au travers de tas d'initiatives dont on parlait tout à l'heure, je crois que celui-là a de l'avenir. Mais que celui-là est sans cesse récupéré par le monde capitalisme, qui a toujours 2-3 coups d'avance sur nous, et lorsque nous sommes en plus très timorés comme nous sommes aujourd'hui, alors là il a 10 coups d'avance. Voilà. D'autres réflexions, questions? Sinon, on va s'en tenir là, en tout cas en vous remerciant, Bernard et moi-même, très chaleureusement, remerciant les communistes du stand de Saint-Ouen qui nous ont invités. Et voilà, et on vous propose de finir la conversation autour d'un petit verre. Merci beaucoup. Merci. Et n'hésitez pas à acheter bien sûr, mais à diffuser autour de vous ce livre. Il est à 2 € pour qu'il puisse être massivement diffusé. Donc repartez de la fête, chacun avec 30 exemplaires à diffuser autour de vous. Allez-y. Merci.